Mesdames, bonsoir, messieurs, bienvenue à notre quotidien de débat sur Balafon Télévision. Ce soir, nous abordons une question qui concerne l'intégrité du processus électoral au Cameroun, notamment à travers la gestion du fichier électoral. Selon Elections Cameroun, à ce jour, un peu plus de 8,2 millions de personnes sont inscrites sur la liste électorale. Ce chiffre soulève des interrogations par rapport au travail mené depuis près de 3 ans par les partis politiques sur le terrain pour sensibiliser les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales, surtout lorsqu'on le compare aux 6 667 754 inscrits lors de l'élection présidentielle de 2018. La relative croissance de l'inscription peut témoigner d'une volonté d'inclusion, mais elle soulève tout de même des questions sur la fiabilité et la mise à jour de ces données. La crédibilité du fichier électoral étant essentielle pour garantir la transparence et la légitimité des élections. Comment s'assurer de la fiabilité du fichier afin d'éviter les fraudes et de renforcer la confiance des citoyens dans le processus démocratique quand la gestion de ces données demeure un défi majeur pour Elecam qui doit assurer leur exactitude et leur actualisation. Ce soir, nous allons explorer les enjeux liés à la crédibilité du fichier électoral, ses défis et les solutions possibles pour renforcer la confiance dans le système électoral camerounais. Et ce sera avec nos invités que nous allons retrouver après le journal dans une quinzaine de minutes. Crise anglophone en ouverture de ce journal. 2 nourrissons âgés de 2 et 3 mois figurent parmi les 7 personnes détenues à la brigade de gendarmerie de Ndop. Selon African Conscience, une organisation de défense des droits humains, ces individus ont été appréhendés sur instruction du préfet de Ngok-Etundia suite à l'enlèvement d'un gendarme par un général séparatiste autoproclamé de la division. Les personnes détenues seraient l'épouse, la mère et des membres de la famille des séparatistes qui ont enlevé le gendarme. Les combattants séparatistes armés actifs dans la région ont donné un ultimatum de 24 heures au préfet pour libérer la famille de leurs collègues. Dites-vous, Fondrené Marquez. 2 nursing mothers, Jocelyn Doom and Blanche Yonte, both 22 years old, and their babies, aged 3 and 2 months, are among the 7 civilians currently detained at the Ndop Gendarmerie Brigade in the Ngok-Etundia Division of the Northwest Region. According to African Conscience, a human rights organization, these individuals were arrested on June 24, 2025, upon instructions from the Senior Divisional Officer of the Ngok-Etundia Division, Ketong Henderson Konge, who was reacting to an earlier abduction orchestrated by separatist self-styled General Anova Dai. In the abduction, 14 persons were kidnapped in Sabga Hill, and 13 of the kidnapped persons were later released after ransom payments, except for 1 person, a gendarme officer working in Ndop, who is still being held captive. All attempts by family members on the instruction of SDO of Ngok-Etundia to call to plead with General Anova Dai to release or free the gendarme has been in vain. At the time we are speaking now, those people are still being detained. They are still being detained at the Gendarmerie post, at the Gendarmerie Brigade and Ndop right now as we are speaking. And concerning the gendarme officer is still on separatist captivity. According to findings, the unarmed civilians were apprehended due to their family links with the separatist warlord. However, other separatist factions have given a 24-hour ultimatum to the Senior Divisional Officer of Ngok-Etundia to release the family members of their colleague. A member of the separatist group, or the separatist group leader, known as General De Olebro, made a voice message insisting that he has given 24 hours to the Senior Divisional Officer of Ndop to release the family member of General Anova Dai immediately, or else a series of measures will be taken. This includes the blockade of the route between Mezam Division and the Ngok-Etundia Division, Bui Division, and Donga Mantum Division. The rights group, through its executive secretary, has condemned the detention of the 2 infants while calling on separatists to cease attacking civilians. While demanding for their immediate and unconditional release, we are equally calling on the
on the members of the Defense and Security Forces to limit the rate of extortion, because we are reliably informed that there have been repeated or systematic extortion by members of Cameroon Defense and Security Forces in the Ngoktuja division in Cameroon. Meanwhile, we are using the opportunity to call on the separatists to cease from attacking unarmed civilians. The detention of the two nursing mothers and their infants has sparked widespread outrage, highlighting the complexities and human cost of the ongoing crisis in the Northwest region. Face à la montée des violences basées sur le genre et aux limites des dispositifs actuels, une plénière spéciale s'est tenue ce jour à l'Assemblée nationale. À l'initiative de l'Association des femmes parlementaires, cette session a réuni ministères, institutions judiciaires et acteurs de la société civile. Objectif : accélérer l'adoption d'une loi cadre contre les violences basées sur le genre. Les parlementaires réclament des réponses claires sur l'état d'avancement du projet de loi en cours afin de doter le Cameroun d'un cadre juridique fort pour mieux protéger les victimes et sanctionner les auteurs. Écoutons à ce propos l'honorable Simon-Joséphine Gimbop, présidente du réseau parlementaire pour la promotion du genre. Elle est au micro de Julien Bapungué. Nous voulons que les recommandations fortes qui sortiront d'ici, qu'on puisse nous donner une réponse par rapport à l'information qui nous a été donnée la semaine dernière par Madame la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, où elle nous disait qu'il y avait une loi en cours, en gestation, mais elle est en train de traîner. Mais qu'est-ce qui fait que cette loi traîne? Elle est à quel niveau? Alors le ministre de la Justice étant là, il va nous donner des réponses et c'est ce que nous, au niveau de l'Assemblée, les députés, nous attendons, cette loi-là pour l'adopter, pour que cessent les violences faites aux femmes, aux hommes, aux enfants, et ainsi on aura un Cameroun en paix. Bakwa Tony Sej, candidat à la présidence du Conseil de l'Ordre, s'est engagé à offrir une protection et de meilleures opportunités à ses collègues s'il est élu à la tête du Conseil. Il a fait cette déclaration hier à Douala lors de la présentation de sa vision pour le barreau qui inclut la contribution à la construction nationale et à l'émergence du Cameroun. Olivier Foto et Fondredi Marquez nous en disent plus sur la présentation de sa vision. Bakwa Tony Sej is one of the candidates vying for the position of Bar Council President in the upcoming by-election on July 14, 2025, acknowledging that lawyers operate in a challenging environment. The lawyer has pledged to provide opportunities in insurance law and finance to his colleagues if elected. Je pense que avec mon expérience tant au Cameroun que dans les affaires ordinales internationales, je pense avoir le profil de l'emploi. Je leur promets l'assurance, je leur promets les financements, je leur promets des opportunités, je leur promets des dossiers, je leur promets des honoraires. Recently presenting his vision in Douala at the Bureau de Demain ceremony, the presidential hopeful outlined plans to improve the working conditions of lawyers and contribute to Cameroon's economic emergence. During the event, Barrister Tegehot Emmanuel urged young colleagues to remain united regardless of the election outcome. Ma présence, c'est pour dire à mes confrères de rester confraternels. Moi, je viens ici, je viens surtout quand je viens à une campagne comme celle-ci, parce que j'ai le devoir, de par même l'ancienneté dont je vous parle, de connaître, de par même la confraternité, de connaître tous les uns et les autres. Et je viens à une campagne pour dire ce que tel candidat, que je leur donne mon point de vue sur tel ou tel autre candidat. As the by-election approaches, his message of unity and progress resonates with young lawyers, setting the stage for a potentially transformative leadership. Minute présidentielle.
Ce numéro des minutes présidentielles est consacré aux opérations préélectorales. Première partie. La convocation du corps électoral sonne la fin des inscriptions sur les listes électorales, mais donne surtout le signal de départ pour des multiples opérations en lien avec le scrutin. En plus d'Elections Cameroun, la société civile et les partis politiques se mettent en branle. C'est la course contre la montre qui s'engage, nous dites-vous, Roland Tapi. Nous commençons par les formations politiques. Si on les accuse d'être transparents dans leurs activités en temps normal, dès la convocation du corps électoral, c'est sans repos désormais, les états-majors se mettent en branle. La première question qui se pose généralement est celle de savoir comment on fait pour financer les activités. Il est connu que les cotisations des militants et sympathisants est ce qu'il y a de plus rare. Au préalable, ils doivent définir les objectifs à atteindre en termes de résultats et de présence. La présence dans les bureaux de vote étant une condition essentielle pour la surveillance des opérations dans un contexte où la fraude n'est jamais loin. Et le nombre de bureaux de vote variant d'une élection à une autre, il faut toujours attendre une note du directeur général des élections qui donne des précisions. Pour la dernière élection présidentielle de 2018, il y avait 25 000 bureaux de vote et d'après la loi, chaque candidat devrait avoir un représentant dans chaque bureau. Pour les partis politiques ou les candidats donc, il s'agit d'abord de trouver ces 25 000 représentants et ensuite trouver les moyens de les prendre en charge le jour du scrutin en termes de déplacement et de nutrition. La note est lourde, financièrement parlant. Il faut d'abord mettre les personnels en mission dans les zones reculées pour la mobilisation des potentiels représentants dans les bureaux de vote, tenir avec eux des séances de réunion pour les briefer sur le processus généralement ignoré. Il faut aussi penser à des missions avancées de repérage dans les bureaux de vote dont certains sont difficiles d'accès, sinon inaccessibles. Comment feront en effet les représentants des candidats pour se retrouver dans les centres de vote situés sur les îles? Il faut des moyens financiers pour emprunter la pirogue, si jamais on la trouve, parce que le jour du scrutin, il peut y avoir une note administrative interdisant même le mouvement des pirogues à titre onéreux. Dans ce cas, un candidat qui tient à être présent dans les centres de vote insulaires devrait par exemple louer une pirogue pour ses navettes de jour J, toute chose qui demande de l'argent encore plus. Et la couverture des bureaux de vote n'est qu'une infime partie des opérations à mener dans l'ensemble. C'est à suivre. Minute présidentielle. Comment cuisiner quand le prix du gaz s'envole? Face à la crise de l'énergie domestique, de nombreux ménages camerounais se tournent vers des alternatives comme le bois, les copeaux ou encore les réchauds à pétrole et à charbon, souvent au détriment de leur santé et de l'environnement. Pour répondre à cette urgence, une jeune entrepreneur propose un foyer écologique comme solution. Présente à la 14e édition du Salon de l'action gouvernementale SAGO, qui se tient depuis le 30 juin et ce jusqu'au 5 juillet prochain sous le thème « Fonction publique et impératif de croissance économique ». Sébastien Oyebe est allé à sa rencontre. Plus de détails dans ce reportage. De plus en plus, des familles camerounaises font face à une crise énergétique domestique marquée par le prix élevé du gaz. Officiellement fixé à 6 500 francs CFA, le prix de la bouteille de 12,5 kg atteint parfois 8 000 francs, un coût difficilement supportable pour les ménages à faible revenu. C'est quand même 6 500 s'il vous plaît, donc s'il faut comparer peut-être avec mon charbon de 500 que je prends chez ma petite voisine du quartier là. C'est pas évident, j'utilise justement deux types de foyers à gaz et à charbon, ce qui me fait économiser le gaz. Si ces alternatives sont accessibles, elles présentent de nombreux risques, fumée nocive, incendie, maladies respiratoires. Et quand je prends mon charbon de 500, oui, ça me fait tout un repas. Et moi, je trouve ça moins cher aussi, bon, je fais avec aussi. Pour faire face, des solutions locales émergent. Au Salon de l'action gouvernementale à Yaoundé, Naomi, entrepreneur camerounaise, a présenté un foyer écologique et économique fonctionnant grâce à l'énergie solaire et aux déchets de charbon. Ce foyer est muni d'un système de ventilation 5 volts, alimenté en journée par un panneau solaire. Donc, en français plus simple, c'est le panneau solaire qui donne l'énergie dont le souffleur a besoin pour tourner. La nuit maintenant, puisqu'il n'y a plus de soleil, vous avez un power bank de 10 000 mAh qui a une autonomie de 24 heures sur ce foyer que vous pouvez utiliser pour faire vos cuissons non-stop. La flamme est également réglable. Sur ce foyer, il y a un dispositif de réglage de la flamme où vous pouvez réguler la flamme, augmenter ou diminuer. Ça ne fait pas de fumée, ça ne noircit pas la marmite. L'initiative, bien que prometteuse, reste encore peu répandue.
Naomi espère un soutien pour développer la production et la rendre accessible au plus grand nombre. On aimerait bien pouvoir produire plus beaucoup, afin de baisser les coûts de production et rendre le foyer accessible à tous les ménages camerounais. En attendant, les femmes continuent de s'adapter dans l'espoir de solutions durables à une crise qui touche le cœur, même du quotidien. Et de la prouesse d'une jeune en l'engagement des autres jeunes, on parle à présent de lutte contre l'insalubrité dans la ville de Bafoussam. Les élèves associés au combat dans l'optique de rendre la capitale régionale de l'Ouest encore plus attrayante pendant ses vacances scolaires. Plus d'une centaine de jeunes vont se mobiliser pour nettoyer les rues. En immersion dans le milieu communal, il est question pour ces jeunes élèves de se rendre utiles. À la fin des congés, ils bénéficieront d'un accompagnement pour mieux préparer leur rentrée scolaire. Les contours de cette activité dans ce reportage de Franck Duroc-Taxonkeng. Contribuer à l'assainissement de la ville de Bafoussam et côtoyer le milieu professionnel, tels sont entre autres les objectifs poursuivis par la communauté urbaine en temps de vacances. Pour nous, la meilleure façon d'apporter un appui aux parents, parce qu'on ne peut pas dire qu'on va se mettre à leur donner de l'argent sans passer par ce canal-là. Et nous essayons de ne pas trop les surcharger. C'est pour cela qu'ils seront répartis en deux groupes. Le premier groupe va travailler le mois de juillet et le deuxième groupe pendant le mois d'août. Et chacun aura quand même quelque chose qui peut lui permettre de préparer sa rentrée scolaire. À travers cette initiative, l'idée est d'occuper les élèves et promouvoir un environnement sain pour les habitants du département de la MIFI. Les jeunes participants pourront ainsi acquérir des compétences pratiques et théoriques qui leur seront utiles dans leur cadre de vie. Et aussi apprendre, puisque je vais dire comment c'est ma première fois de faire partie. Donc j'aimerais non seulement qu'à travers ce stage je contribue, mais aussi que j'apprenne à être toujours dans cette ligne-là de ceux qui font la propriété. Donc pas seulement de faire ici, même qu'après le stage, que je puisse être capable de veiller à ce qu'il y ait de la propriété autour de moi. Apporter à ma contribution pour le développement de la société, surtout pour la ville de Bafoussam, dont j'ai grandi. Au moment où les métropoles du Cameroun occupent la tête du classement des villes insalubres, Bafoussam cherche à améliorer ses stratégies d'assainissement. C'est une option que nous avons prise de faire de la ville de Bafoussam une ville toujours très propre. Je peux déjà vous annoncer que d'ici quelques 2 mois au maximum, nous allons distribuer 5000 poubelles. 5000 poubelles dans la ville. Nous allons les distribuer aux ménages afin que les ménages apprennent à garder leurs ordures à domicile pendant au moins 3 jours, qu'ils aient la capacité de conserver leurs ordures pendant au moins 3 jours, le temps d'attendre que le camion d'Isaac en passe. C'est entre autres solutions innovantes pour résoudre les problèmes de salubrité et de développement économique, tout en offrant aux jeunes une opportunité d'apprentissage et de développement. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. L'objectif de 2 millions d'inscrits peut-il encore être atteint à quelques semaines de la convocation du corps électoral? Le pari est presque raté, comme le souhaitaient les différentes parties prenantes au processus électoral, en l'occurrence les partis politiques, les organisations de la société civile et des milliers de Camerounais en quête de changement. Les chiffres publiés par Elections Cameroun ne sont point à même de combler ces attentes. Les plus de 373 000 personnes enrôlées du 2 janvier au 26 juin 2025 sont très loin de faire de bons comptes, avec au final 8 219 210 électeurs enregistrés. Des effectifs qui pourraient d'ailleurs être réduits après les opérations de toilettage du fichier électoral. Que faire pour optimiser ces inscriptions à l'approche de la convocation du corps électoral par le président de la République, comme le prévoit le code électoral? Jean-Paul Chouniat. Si pour l'année en cours, 373 588 Camerounais se sont inscrits dans les bureaux de l'ECAM à travers le pays du 2 janvier au 26 juin 2025 et portant le nombre enrôlé à 8 219 210 personnes sous réserve du toilettage du fichier électoral, les objectifs d'une masse critique de plus de 10 millions d'électeurs sont loin d'être atteints, comme le souhaitaient les leaders des partis politiques et les acteurs de la société civile.
Le corps électoral devant être convoqué à 90 jours au moins de la date du scrutin, les Camerounais qui traînent les pieds ne disposent plus d'assez de temps. Les électeurs pouvant être appelés à tout moment de ce mois de juillet pour aller choisir leur futur président de la République en octobre prochain. Le temps pressant désormais. Tous les citoyens en âge de voter sont face à leurs responsabilités pour prendre en main leur destin. Pour un Cameroun à la croisée des chemins, dans une totale débandade politique cristallisée sur des démissions de 2 alliés du gouvernement RDPC. Et les inscriptions se poursuivent en attendant le coup de sifflet final de Paul Biya. Jalonné d'obstacles dans l'enrôlement avec des kits électoraux défectueux, dont 1000 unités ont été acquis pour faciliter les inscriptions sur l'ensemble du territoire national. L'accès aux zones reculées et régions en crise de l'extrême nord Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest, la disponibilité des cartes électorales, leur retrait, le manque de célérité observé chez certains agents de l'ECAM, la déresponsabilisation et le manque d'engagement de certains citoyens sont là quelques freins qu'il faudra vite dégager s'il faut atteindre 10 millions ronds d'inscrits, à même d'impacter le scrutin à venir en vue d'une alternance à la tête du pays. Merci à vous Jean-Paul Chouniat et cette analyse qui nous permet de dérouler le tapis rouge à nos invités. Joseph Espoir Billon qui nous a retrouvés. Vous êtes un homme politique. Bonsoir Joseph Espoir et bienvenue. Bonsoir Madame Tada et merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de me retrouver en face de nos compatriotes pour donner ma contribution à ce qui est commun à tous les Camerounais. Et nous le prenons de bon cœur. Hein. En face de vous, Roland Tapi, éditorialiste Balafon aux médias. Bonsoir Roland, bienvenue. Bonsoir Juliana, je suis là. Bonsoir à tous les téléspectateurs et les co-panélistes, voilà. Augustin Kwepo du MRC, vous êtes par ailleurs responsable de l'unité mobile des inscriptions électorales pour le MRC. Bonsoir et bienvenue sur le grand plateau. Merci madame, bonsoir. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir monsieur le maire, que je suis très content d'avoir ici. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de Balafon. Je ne saurais commencer cette émission sans dire un merci particulier à mes amis du Nord, notamment le vice-président Mamadou Mota et le régional Dr Boucher, qui font un travail extraordinaire dans le Grand Nord, un travail de fourmi qui porte ses fruits désormais. Merci. Comment appréciez-vous les derniers chiffres avancés par Elicam lors d'une de ses sessions le week-end dernier, qui parle de 8,2 millions d'inscrits. Depuis janvier, ça fait à peine 373 000 en plus. Très bien, madame. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment, on nous a fait savoir qu'il y avait 12 000 Camerounais potentiels. Oui, pratiquement 12 000 qu'on n'avait pas retrouvés dans le fichier électoral. Et aujourd'hui, quand on vient de nous parler de 8 200 000 et poussières, cela nous fait trop de problèmes parce que, en réalité, si on voulait effectivement montrer la transparence, on aurait affiché la liste des électeurs, la liste nationale, pour qu'il n'y ait pas de voix dissonantes, qu'on parle tous d'une même voix pour dire effectivement, voilà les inscrits qu'on a sur la liste. Mais en attendant, comment appréciez-vous ces chiffres ? En 2018, on est allé à l'élection présidentielle avec un peu plus de 6 500 000 Camerounais inscrits. En 2025, on en est à 8,2 millions alors que le corps électoral n'a pas encore été convoqué. D'après vous, vous pensez qu'il y a une croissance? Oui, certainement, il y a une croissance, mais ce n'est pas une croissance qui arrive à ce que nous attendions, parce que nous sommes sur le terrain. Je suis le coordinateur de l'équipe mobile des inscriptions dans le littoral 1. L'engouement que nous avons rencontré sur le terrain ne peut pas, à la date où on nous avait donné déjà un chiffre de 8 millions, être seulement à 200 000 et poussières aujourd'hui. Sincèrement, c'est un chiffre qui est erroné. Il ne faut pas qu'on fasse une transparence dans le sac. Et l'ECAM a un devoir de transparence. Donc, il devrait normalement nous donner des chiffres réels, tels que chacun peut être satisfait de savoir que ceci corrobore avec ce qu'on a vérifié sur le terrain. Il y a eu un engouement extraordinaire qu'on n'a jamais vu pour la zone du littoral que je connais personnellement, et je suis surpris de ces chiffres-là. Serge Espoir Billon, selon vous, le nombre d'inscrits est-il en deçà des espérances, des objectifs fixés par les hommes politiques? Madame Tada, vous voyez que nous, on ne lit pas dans la boule de cristal. Pour contester un chiffre, il faut avoir un autre. Ou alors, il faut avoir des arguments pour dire que ce n'est pas le bon. Mon grand frère Augustin
qui est coordonnateur des inscriptions dans son parti politique, devrait nous dire, voilà les chiffres que nous avons, et les chiffres qui sont présentés ne sont pas les bons parce que voilà ce que nous avons. Mais juste dire que ça ne peut pas être les bons chiffres parce qu'il y avait un engouement. L'engouement ne prouve rien. Ça ne justifie pas qu'il y ait plus que ça. Donc moi, particulièrement, tout ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, la bonne question aurait été de nous poser la question sur la fiabilité des chiffres de Elecam. On va y arriver, mais reconnaissons quand même qu'il y a une très forte campagne des hommes politiques ces dernières années pour amener les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales, et comparativement à ce que l'on a eu en 2018, est-ce que vous pensez que... Je vais vous expliquer quelque chose qui est d'aussi évident. Ouais. Une très forte campagne ne multiplie pas les kits d'Elecam. Soyons-en certains que moi je connais jusqu'à présent des gens qui veulent s'inscrire à Elecam, ils ne savent pas où on s'inscrit. La forte campagne est là, les gens ont vraiment envie de s'inscrire, mais il n'y a pas suffisamment de kits. En tout cas, ils ne sont pas accessibles à tout le monde, à tout endroit, à tout moment. Et moi, puisque je suis un homme politique, il y a des gens qui m'appellent pour me dire Elecam inscrit où? Le calendrier, parfois, il n'est pas accessible à tout le monde. Tout le monde ne peut pas savoir qu'Elecam aura un pont à tel endroit. Généralement, pour qu'ils ne soient pas embrouillés, je leur dis revenez à l'antenne Elecam au niveau de Bonamou, c'est à tel endroit. Donc, en réalité, on peut faire une bonne campagne, mais pour être inscrit, il faut se retrouver devant un kit. Nous sommes d'accord là-dessus. Donc la campagne seule ne suffit pas pour dire que l'engouement a permis que les gens s'inscrivent. Pour que les gens s'inscrivent, il faut qu'ils se retrouvent devant un kit et que l'opération d'inscription ait lieu. Maintenant, ce que je voudrais également dire, c'est que moi, particulièrement, ce que je pourrais reprocher à Elecam, c'est la fiabilité de leurs chiffres. Maintenant, si les gens ne s'inscrivent pas, c'est parce qu'ils ne font pas de ça un problème personnel. J'ai connu des gens qui ont carrément voyagé pour pouvoir s'inscrire à leur lieu de résidence. Donc, et d'autres qui ont voyagé pour récupérer les cartes. Ceux qui accordent suffisamment d'intérêt à leur inscription électorale ne vont pas blaguer avec, ils vont s'inscrire. Mais tout le monde n'a pas le même intérêt. On va revenir sur la question de la fiabilité des listes d'Elections Cameroun, mais avant, Roland Tapi, on a connu des campagnes, 11 millions d'inscrits, 10 millions d'inscrits. Est-ce que vous avez l'impression que les chiffres sont à la hauteur des attentes des hommes politiques, des acteurs de la société civile et autres? Non, il faut le dire tout de go. Pardon, je crois fermement que le nombre avancé par Elecam, avant de voir la fiabilité ou pas, est nettement en deçà de ce qu'on se serait attendu à avoir en fonction de notre population. Rappelons que nous sommes quand même à quelques jours de la convocation du corps électoral. Bien sûr. Ça pourrait ne pas beaucoup évoluer. Justement, donc, on ne pourra pas arriver à 8 500 000, par exemple. Mais je dis que même si on était à 8 500 000, moi je pense que c'est encore très en deçà de la moyenne qu'on devrait avoir au Cameroun. On est aujourd'hui estimé à près de 30 millions d'habitants, d'après les estimations de l'ONU. Encore qu'il faut regretter le fait qu'on soit encore avec les estimations parce que la population dans l'ensemble, on ne connaît pas combien on est parce que l'État lui-même ne met pas un accent particulier à ce qu'on ait un chiffre exact de la démographie qui serait en réalité le point de repère de toutes nos politiques, qu'elles soient économiques et autres. Donc, quand je dis ça, c'est parce que j'ai fait un travail comparatif et j'ai constaté que dans d'autres pays, par exemple, pour une population de 20 millions d'habitants, on a autour de 10 millions, 11 millions d'inscrits sur les listes électorales. Donc, comparativement à ces chiffres-là, il est encore très difficile pour les Camerounais. Sauf que dans votre comparaison, il faut tenir compte de ce que le Cameroun a une population jeune, plus de la moitié de la population camerounaise est jeune, et que l'âge du vote pose réellement problème. Les partis politiques l'ont souvent décrié au Cameroun, on vote à partir de 20 ans, et parfois, malheureusement, ça constitue un handicap, d'après certains acteurs politiques. Et cela va de soi. Cela va de soi que le fait qu'une tranche de la population déjà civilement responsable, pénalement responsable à partir de 18 ans, soit encore exclue du corps électoral, ne pouvant pas s'inscrire, mais il n'en demeure pas moins que pour ceux qui devraient être inscrits, qui ont même la capacité légale de s'inscrire, ces chiffres restent encore vraiment en deçà, parce que si on devait inclure cette masse de jeunes de 18 à 19 ans et demi et autres qui devaient s'inscrire, normalement on devrait être autour de 12 à 13 millions d'habitants d'inscrits sur les listes électorales au Cameroun aujourd'hui, honnêtement. Mais c'est pas
pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à évoluer rapidement? Les campagnes que les partis politiques ont eu à mener, c'était justement parce qu'ils avaient constaté qu'il y avait vraiment de la peine, de difficultés pour l'ICAM à inscrire ces personnes sur les listes électorales. Et donc, pour répondre à la première question, qu'est-ce que je pense de ces chiffres? Moi, je pense que c'est encore très bas comme chiffre, comme fichier électoral d'un pays comme le Cameroun qui va à une élection présidentielle après toutes les campagnes qui ont été menées jusqu'ici. Augustin Kouepo, intéressons-nous donc à la fiabilité du fichier électoral. Vous qui suivez les élections de très près pour le compte de votre parti, le MRC, pensez-vous que ces chiffres soient fiables? Si vous me permettez la parenthèse, il faut reconnaître quand même que 8 219 000 inscrits, c'est un record. On n'a jamais connu ça au Cameroun avant. Ouais. Au moins, c'était la parenthèse. Je suis heureux que monsieur le maire reconnaisse quand même qu'il y a eu quand même un engouement qui a permis aujourd'hui qu'on ait 8 200 000 poussières d'inscrits. Mais nous disons sincèrement avec ce que nous avions vu sur le terrain, parce que nous ne pouvons pas, nous avons les chiffres, hein, mais nous ne pouvons pas les communiquer parce que on ne voudrait pas qu'on nous étiquette de vouloir faire le travail de l'ICAM. Mais en temps opportun, en temps du moment venu, nous allons montrer qu'effectivement, si on sortait la liste nationale, ou alors si on sortait les listes de chaque région, on pourrait dire que dans Douala 5e par exemple, nous inscrivons en moyenne 400 Camerounais tous les jours. Surtout que ces chiffres n'ont pas été publiés de façon formelle. C'est un chiffre qui a été avancé lors d'un discours d'un responsable de l'ICAM. On attend véritablement l'information ou alors la publication formelle des chiffres enregistrés par l'ICAM jusqu'ici. Tout à fait. C'est cette transparence que nous réclamons tous les jours. Il va falloir sortir la liste nationale. Et dans la liste nationale, on va voir dans chaque région, dans chaque département, dans chaque arrondissement, on verra exactement le nombre d'inscrits. Et à ce moment-là, avec ce que nous avons, parce qu'au départ, quand nous avons commencé les inscriptions, on prenait soin de noter, de prendre les noms, de prendre les numéros de téléphone pour être en contact avec nos amis politiques ou alors les Camerounais qui venaient s'inscrire au point où on peut les inviter à venir chercher leur carte définitive. Nous avons donc des listes que nous avons travaillées dessus depuis le début des inscriptions, c'est-à-dire que de janvier jusqu'au mois d'août. À la fin du mois d'août de chaque année. Donc nous avons ces listes-là que nous avons rassemblées et nous pensons sincèrement que les chiffres qu'on nous donne aujourd'hui ne sont pas exacts, à moins qu'il y ait un nettoyage qui ne dit pas son nom. Comme il avait dit par le passé qu'il y a environ 12 000 Camerounais qui ont perdu leur nom sur le fichier électoral. On ne sait pas quelle alchimie, parce qu'on nous a parlé d'un problème dans le système de contrôle qui avait fait perdre ce nombre de Camerounais-là. Nous voulions savoir par comment on a donc retrouvé les 12 000 Camerounais qui sont revenus dans le fichier. Ce n'est possible qu'à partir de l'affichage de la liste nationale. C'est la loi qui prévoit, n'est-ce pas, cette possibilité. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois, on soit toujours à courir derrière ce qu'il ne faut pas, alors que la loi le prévoit clairement. Joseph Espoir Billon, qu'est-ce qui pourrait faire défaut à la fiabilité des chiffres d'Elections Cameroun? Premièrement, pour que nous remettions en cause la fiabilité du fichier électoral d'Elections Cameroun, il faut convoquer la bonne foi. Et l'ICAM sait très bien qu'en rendant disponible sur un fichier électronique en format PDF, par exemple, une liste nationale consultable de manière électronique, par tous les Camerounais, permettrait, par tout le monde entier, pas seulement les Camerounais, permettrait facilement à n'importe qui d'avoir accès à cette liste. C'est vrai qu'elle sera difficilement consultable parce que avoir 8 millions un peu plus de 8 millions de noms sur un fichier, déjà que consulter 100 000 noms n'a pas été aussi aisé. Donc, il y a des vérificateurs qui se sont organisés, peuvent s'organiser. C'est un exemple. Dans tous les cas, ça pourrait au moins nous prouver que Paul-Éric Nguyen n'est plus inscrit sur la même liste électorale, que Pena Ikoka a été éradiqué. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, on revendique qu'on ait un peu plus de 8 220 000 inscrits, alors qu'on n'est même pas sûr que ceux qui étaient inscrits en 2018 et qui sont morts ou qui ont perdu la nationalité camerounaise. Parce que oui, on a beaucoup de nos compatriotes qui sont devenus canadiens entre-temps. Certains sont devenus allemands, d'autres sont devenus italiens, d'autres sont devenus espagnols, d'autres sont morts
Donc, moi, quand on va convoquer le chiffre avancé par Elecam, on n'a aujourd'hui aucun élément pour pouvoir le contester de manière fiable. Il y a un problème de transparence, ça au moins il faut le reconnaître. Il y a un problème de transparence et Elecam gagnerait pour la quiétude de tous les Camerounais de nous donner des instruments nécessaires de fiabilité. Et je commence par, moi à l'époque j'avais pensé qu'il était plus raisonnable qu'après l'élection de 2018, que le fichier électoral soit totalement dissous, que tout le monde s'y réinscrive. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, par exemple, j'ai voté en 2018, la preuve, je suis maire. Mais après, je ne me suis pas réinscrit, mais je suis toujours dans le fichier électoral. Si j'étais mort entre-temps, je serais toujours dans le fichier électoral. Donc moi, j'ai envie vraiment de vérifier que Paul Henri King n'est plus sur le fichier électoral camerounais, que Penda Ikoka n'y est plus, que tous ceux qui sont morts entre-temps, que nous avons... Ceux qui ont changé de résidence, que ça a été muté, voilà. Donc, en réalité, c'est un travail fastidieux. Et je peux reconnaître que pour Elecam, ce n'est pas aussi facile, mais il faut qu'ils aient un peu de bonne foi. Il faut qu'ils acceptent que tous les Camerounais contribuent, parce que ce n'est pas qu'une affaire d'Elecam. Elecam n'est pas une entreprise fermée, un peu comme Biopharma ou, je ne sais pas moi, trop une alors. Elecam, c'est l'entreprise de tous les Camerounais. C'est une société que chaque Camerounais doit apporter sa contribution, mais de bonne foi. Il faut suffisamment d'honnêteté pour créer quelque chose qui soit vraiment digeste pour tout le monde. Et je crois que le directeur Éric Essoussier de cette institution gagnerait à faire tout ce qui est humainement possible pour rendre son travail beaucoup plus accepté par tous les Camerounais. Aujourd'hui, il est fondamental qu'on ait des suspicions, qu'on le soupçonne de ce qui peut-être même ne serait pas vrai. Mais dans tous les cas, cette liste, on a beau soutenir le régime, on a beau dire que Paul Biya est beau, il est le plus grand, le plus puissant, le plus intelligent, le plus fort, on ne peut pas nier le fait qu'il y ait des possibilités, qu'il y ait des doublons, qu'il y ait des gens qui étaient inscrits en Gourma-Poubi, qui se retrouvent inscrits à Douala, alors que leurs noms sont toujours dans les deux cas. Il y a des risques que, et le directeur ne va pas me démentir, qu'il y ait des gens qui ont voté en 2018, qui ne sont plus en vie, comme Penda Ikoka et Paul Henri King. Je cite ces deux noms parce qu'ils sont les plus connus actuellement, et qui restent inscrits, donc qui vont gonfler le chiffre de 8 millions. Moi, je suis certain que si on avait dissous toute la liste électorale après les élections de 2020, on aurait pu obtenir une nouvelle liste électorale qui permettrait à tous les Camerounais de se rassurer qu'au moins, c'est vrai que ça n'empêcherait pas qu'entre-temps, parce que tu peux t'inscrire aujourd'hui, le lendemain tu meurs, ça ne prouve pas ça. Mais au moins ça va amoindrir considérablement le nombre de personnes n'étant pas habilitées à voter, à être inscrit dans la liste électorale. C'est vrai qu'on compte les heures, pour ne pas dire les jours, dans l'attente de la convocation du corps électoral. On reviendra sur les mécanismes que peuvent employer les différents acteurs pour amener les Camerounais à s'inscrire, même si c'est à la dernière minute. Mais avant, Roland Tapi, comment appréciez-vous la gestion du fichier électoral par Elecam? Disons que, avant d'y revenir, je vais dire quelque chose par rapport à ce que le maire Billon disait. Si on avait procédé à une refonte des listes électorales en 2020 ou en 2018, parce que ce qu'il disait là, c'est-à-dire que si on avait effacé toutes les listes et qu'on avait recommencé à zéro, ce qu'on appelle la refonte, c'est-à-dire que tout le monde qui était inscrit se réinscrit à nouveau. Je crois que les choses auraient été un peu plus compliquées pour Elecam, qui peine déjà à procéder seulement à la révision, c'est-à-dire à inscrire les nouvelles personnes pour compléter la liste qui est déjà là. S'il faut qu'on reprenne tout à zéro, je ne suis pas sûr qu'on aurait atteint depuis 2020 les 5 millions d'habitants. Oui. Est-ce que vous savez qu'en 2018, on a eu plus de 3 millions, soit 10 000 abstentions? C'est des gens qui étaient parfois des doublons, qui étaient parfois morts, qui n'existaient peut-être pas. Donc, on aura toujours de l'abstention en record parce qu'en réalité, le plus important, ce n'est pas d'avoir un gros nombre. Vous voulez qu'Elecam dise que j'ai 30 millions d'inscrits, alors qu'en réalité, ce sont des gens qui sont abstraits, qui n'existent pas. Le jour du vote, ils n'auront quand même pas voté. Il vaut mieux avoir une liste de 2 millions de personnes qui existent effectivement et qui iront voter le moment venu. Mais sinon, on aura toujours des abstentions en record. Il y aura des partis politiques malhonnêtes qui vont dire c'est à cause de nous que les gens ne sont pas allés voter, alors qu'en réalité, ils n'existent même pas. Ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire que c'est déjà pour la refonte, ce serait plus compliqué pour Elecam parce que justement les listes existantes, Elecam a beaucoup de difficultés à pouvoir les mettre à jour. Les mettre à jour, effectivement, c'est de les élaguer des personnes qui ne sont plus, je vais dire,
possibilités. Ils n'ont plus d'intérêt avec les élections. Pas d'intérêt, mais qui en réalité ne devraient plus être là, les morts. Ceux qui sont partis, mais vraiment qui ont changé de nationalité et autres. Mais à la décharge de l'ECAM, il faut dire que cette institution n'a pas véritablement les moyens de faire autrement. Parce que quand on est dans un système où tout est encore archaïque, comment est-ce que l'ECAM fait pour élaguer les morts d'une liste quand lui-même n'est pas en capacité de déterminer de manière exacte le nombre de morts enregistrés dans une commune ou une autre? Et avant, il faut résoudre le problème. Pour l'ECAM de savoir que telle personne... C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'à la décharge de l'ECAM, c'est-à-dire que pour lui donner, comment dire, raison sur un certain nombre de choses, et l'ECAM n'a pas la possibilité justement de vérifier toutes ces données-là. Puisque déjà sur le plan, au niveau des mairies et autres institutions, de la gestion du fichier national, ça ne dépend pas de l'ECAM. S'il y avait un système qui permettait automatiquement de savoir que le registre de l'état civil, tel nombre de personnes sont sorties cette année, ce mois, peut-être ça permettait à l'ECAM aussi de s'arrimer au fur et à mesure que ça se passe. Mais quand déjà dans une mairie, dans une commune, on ne peut pas savoir sur le nombre de populations qui avaient l'année passée, combien sont morts. Comment est-ce que l'ECAM pourra le faire de manière fiable? Pas du tout. Il y aura beaucoup de difficultés. Donc il y a ce problème, on dirait quoi, d'informatisation même du fichier de l'état civil, qui aurait été un élément exploitable de manière concrète par l'ECAM. Ça n'existe pas. Il y a également le fait que même si l'ECAM veut faire ce travail de manière honnête, comme disait le maître tout à l'heure, il n'a pas de matériel pour le faire. Lors des campagnes, peut-être lui nous dira un peu plus davantage, on a constaté, enfin on a eu sur le terrain des cas où les gens s'inscrivaient mais ne pouvaient pas avoir des récépissés parce que la machine n'était pas en capacité de les produire. À côté de ça, il y a des zones inaccessibles. À côté de ça, effectivement, il y a des zones inaccessibles. Je disais à un moment donné que, en réalité, pour aider l'ECAM à bien faire son travail, on ne devrait pas avoir dans chaque commune une seule antenne l'ECAM. Parce que pour l'état civil même, dans une commune, dans un arrondissement, on a été obligé de démultiplier. Tout à fait. Les centres secondaires. Les centres secondaires pour permettre aux gens de venir faire les actes de naissance. Et à un moment donné, même le ministère du Développement local et autres là demandaient aux mairies de trouver un local pour les services d'identification de la police, pour faciliter l'accès à l'établissement de la carte nationale d'identité. Je crois que pour d'autres pièces, on est en train de faire des efforts pour rapprocher autant que faire se peut les populations du service où ils pourraient établir la pièce. Mais pour l'ECAM, ça reste encore que l'antenne l'ECAM. C'est vrai qu'on va dire qu'ils sont en train de faire des campagnes sortir pour aller dans un coin tel, mais si les populations ne savent pas, ce que le maire disait tantôt, où est-ce qu'ils vont sortir pour être aujourd'hui, c'est ça toujours difficile pour eux d'aller. Parce qu'au départ, il faut savoir que les antennes l'ECAM sont la plupart du temps, je ne dirais pas excentrées, mais là où ils sont placés, elles sont placées, toutes les populations n'y ont pas accès facilement. Il y a des personnes qui doivent... Ils n'ont même pas déjà l'information que ça existe quelque part. Si vous faites une enquête à Douala, beaucoup ne savent même pas que l'antenne l'ECAM est là où c'est abonné. Personne, par exemple, ne serait prêt à payer le transport avec les coûts d'aujourd'hui pour 1500, 2000 pour aller à l'antenne l'ECAM s'inscrire et revenir. Il a déjà pas de quoi manger en journée, en temps normal, mais consentir à débourser encore beaucoup d'argent pour le transport, aller à l'antenne de l'ECAM pour s'inscrire, ça devient encore plus difficile. Peut-être on aurait pu les installer près l'éloignement des antennes, l'éloignement des antennes par rapport aux populations, c'est également un handicap. Donc il y a beaucoup de choses qui font en sorte qu'aujourd'hui, l'ECAM, malgré les efforts qu'il va déployer, encore qu'eux-mêmes disent souvent qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour... Ils se plaignent de la vétusté de leur kit et autres. Ils n'auront pas la possibilité jusqu'ici de pouvoir nous faire un fichier électoral qui se rapproche de la réalité. À côté de ça, oui, rapidement. Merci. Rapidement, je voudrais contribuer à une bonne gestion du fichier électoral camerounais. Après l'élection de 2020, on n'a plus connu une élection directe, donc les autres élections étaient indirectes. Et l'ECAM, en fait, avait la possibilité de fondre
la liste électorale en 2020, de permettre à tous les Camerounais, en fonction de leur déplacement, il faut savoir que les Camerounais des régions du nord-ouest et du sud-ouest sont beaucoup plus déplacés à l'intérieur du pays. Donc, certains sont venus au littoral, certains sont allés à l'ouest, bref, ils sont dans tout le Cameroun. Et chaque jour, il y a près de 500 Camerounais qui entrent à Douala. Donc en réalité, tous ceux qui sont déplacés, pour les Camerounais sont toujours dans les mêmes localités. Ce qui crée un véritable problème. Bon, sauf ceux qui ont choisi d'aller eux-mêmes se présenter pour muter leur inscription. Il y a un véritable risque. Il y en a qui n'ont déjà pas cette information de la possibilité de muter ces données. Maintenant, ceux qui ont même l'information de muter, parfois ils mutent leur inscription, mais ça ne s'efface pas à leur bureau de vote d'origine. Du coup, le débat selon lequel on aurait un chiffre beaucoup plus que 8 millions. Moi, je suis sûr que si on fait un véritable toilettage, ça veut dire si on utilise un peu comme si vous mélangez le riz avec le sable, vous choisissez le trier, c'est très fastidieux, mais c'est plus efficace, c'est plus certain. On trouverait que dans la liste actuelle que nous avons, on a au moins plus d'1 million de noms qui sont soit en doublon ou alors qui sont déjà morts. Maintenant, l'autre côté, ce que je veux dire, c'est qu'en refondant, en faisant une refonte totale de la liste électorale actuelle, on serait en train d'inscrire des gens qui vivent, qui existent, qui sont dans leur localité actuelle. Et on aurait, parce que je vais vous dire, l'élection présidentielle de 2025 particulièrement a un engouement en fait indescriptible. Tous les Camerounais veulent participer. En fait, il y a plusieurs camps. Il y a ceux qui supportent le régime actuel, il y a ceux qui veulent que le régime parte et qu'une nouvelle personne prenne le pouvoir. Mais dans tous les cas, qu'on soit du camp A ou du camp B, tout le monde a envie de s'inscrire. Ce qui permettra à l'ECAM d'avoir des chiffres vrais. Mais la peur de l'ECAM, c'est quoi? C'est qu'en refondant la liste, il se retrouve avec 3 millions d'inscrits. En réalité, en 2018, on avait 6 500 000 inscrits. Alors qu'en réalité, on n'a eu que moins de 4 millions de votants. Pourquoi avoir peur d'avoir 4 millions? S'il n'y a que 4 millions qui sont vrais à aller s'inscrire, pourquoi vouloir avoir un gros chiffre? Parce que le risque qu'on court, c'est qu'après l'élection d'octobre 2025, qu'on ait seulement un meilleur ennemi qui est le taux d'abstention. On aura donc le taux d'abstention qui va véritablement gagner les élections. Alors qu'en réalité, le taux d'abstention n'est qu'un chiffre abstrait, qui n'est pas palpable. On dirait que les Camerounais ne sont pas allés voter. Ce n'est pas vrai. Et les Camerounais gagneraient à avoir 4 millions d'inscrits, qui sont des 4 millions de vies qu'on peut toucher, qu'on peut évidemment, que d'avoir 12 millions d'inscrits qui n'existent nulle part. Parce que pour avoir 12 millions, ils peuvent écrire un chiffre dans leur ordinateur et nous publier ça. Mais en attendant, Joseph Espoir-Bion, je reviens à vous. Augustin Kouepo, et les CAM, on a l'impression que l'ECAM a les mêmes problèmes que les mairies, les communes, avec les fichiers d'état civil, les mêmes problèmes également que, je veux dire, les commissariats et autres, avec le problème d'identité qui est indisponible, parce que de nombreux Camerounais, on a reçu des témoignages, sont allés pour le retrait des cartes. Ils se sont inscrits depuis 2023, mais les cartes ne sont pas disponibles. Madame, je vais vous inviter à bien me suivre. Vous allez vous rendre compte que l'ECAM est dans un logiciel de flou. Parce que M. le maire vient de faire le constat ici de ce que beaucoup de Camerounais ne savent pas où s'inscrire. Mais est-ce qu'on peut être péremptoire? Est-ce qu'ils ont les moyens d'assurer à chaque Camerounais d'avoir sa carte? Ils ont un budget colossal, madame. C'est le budget de l'ECAM? Ils ont un budget colossal. Ils ont un budget important. Et je vais m'inscrire en faux en commençant parce que M. le maire a dit qu'on pouvait faire la refonte pour reprendre les inscriptions. Déjà que nous avons des kits qui sont obsolètes, qui ne sont utilisés qu'au Cameroun aujourd'hui. Ils viennent d'acquérir quelques kits là aujourd'hui. Acquérir plus de 1000 kits. Oui, même si c'est 2000, ça vient à quel moment? Voilà. Depuis des années, on réclame ici qu'il faille absolument que les inscriptions soient aisées comme partout, au point où même dans un supermarché, vous pouvez vous inscrire instantanément en passant, faire votre course. À la mairie en passant, à l'hôpital en passant, et partout dans les stades et dans les universités, on pouvait le faire pour faciliter la tâche aux Camerounais. Mais on ne le fait pas à dessein, parce qu'on veut réduire drastiquement le nombre d'inscrits, parce qu'on sait que si la majorité des Camerounais, un peu comme l'âge, on ne peut pas avoir des soldats à 18 ans formés pour tuer et qui ne peuvent pas voter. C'est une incongruité. Donc je dis, il y a des modes de communication qui pouvaient passer même par la CIA TV, qui est la chaîne nationale. Non, ils sont formés, l'armée est formée pour tuer. Non, pas pour tuer. Pour tuer, c'est le travail. Je souhaite qu'on retire ça. Moi je dis, l'armée n'est pas formée pour tuer, ils sont formés pour défendre l'intégrité nationale. On défend comment? Avec le caillou? Monsieur le maire, j'étais en train de dire ceci. La CIA TV, qui est la chaîne nationale,
pouvait donner le programme des inscriptions dans chaque ville tous les matins, en invitant les Camerounais à aller dans chaque salle, prendre 15-20 minutes pour informer les Camerounais de ce que aller, ça va me leur donner un taux d'écoute important. Mais ils ne le font pas toujours. Donc, quand on me dit qu'ils n'ont pas la possibilité de vérifier le nombre de morts et tout ça, je vais vous faire remarquer une chose. Si un militant du MRC part du Nord aujourd'hui, ayant commis une gaffe, il se retrouve à Douala, après peut-être 3-4 jours, on va le traquer le même soir. Ils ont les moyens de vérification et de savoir que ce monsieur, c'est lui qui est parti du Nord ayant fait telle chose. Si vous voulez sortir par l'aéroport, on va vous tenir. Si vous voulez sortir même par la mer, on va vous tenir. Donc, ils ont la possibilité de faire une interconnexion entre les mairies et les CAM, la police et même l'aéroport. Au point où ceux qui sortent, on peut immédiatement mettre dans le système et le système fait le travail parce qu'il suffit de mettre un logiciel important conçu à cet effet et ça va directement vous sortir le nom des Camerounais qui sont partis. Et à partir de ce moment-là, dans le fichier national... Qui font partie, qui ont perdu la nationalité. On peut partir ces Camerounais. Non, quand il dit partis, sortis du pays, ils n'ont pas encore perdu la nationalité. Il y en a qui sortent, mais ceux qui sortent et qui partent pour obtenir la nationalité là-bas, nous avons la possibilité également de vérifier à partir de nos ambassades de l'extérieur. Donc, tout cela peut être interconnecté pour avoir un chiffre exact, plus ou moins. Or, à partir de la liste nationale, qui refuse de communiquer, ils savent que nous aurons des éléments qui vont permettre de détecter le flou que les CAM créent tous les jours. C'est de cela qu'il est question. Moi, je vous ai parlé ici du mot d'inscription. Et le monsieur Tsapi vient de le dire. Et les CAM laissent les endroits saillants, les endroits ouverts, là où la population est fortement représentée, pour aller toujours dans les labyrinthes, dans les couloirs où l'accessibilité est difficile. Pourquoi on le fait ainsi? C'est à quel dessein? C'est justement parce qu'on ne veut pas que les gens s'inscrivent. On ne veut pas. On va faire en grande pomme. Non, nous voulons absolument que les Camerounais s'inscrivent. D'ailleurs, on nous a taxé à un moment ici de harceleurs, que nous sommes en train de harceler les Camerounais. On tire les gens de leur maison pour qu'ils viennent s'inscrire, alors que nous faisons le travail qui est le nôtre. La loi permet à chaque parti politique de se déployer sur le terrain, d'accompagner les CAM pour inscrire le maximum de Camerounais. Et c'est ce que nous avons fait. Nous prenons nos mégaphones, nous prenons notre temps, nous travaillons de façon bénévole pour aller dans les quartiers, informer qu'il est quand même à tel endroit. Mais le ministre de l'administration territoriale a trouvé le moyen de nous en empêcher. Les week-ends qui étaient les jours où les gens sont à la maison parce que beaucoup travaillent et n'ont pas le temps de lundi à vendredi, on inscrivait. Ils ont tout fait pour empêcher les week-ends. Mais vous parlez des cas des grandes villes comme Douala, Yaoundé, Bafoussam, peut-être Garoua. Mais de quels moyens disposez-vous pour permettre aux populations des zones en crise ou alors des zones enclavées dans l'arrière-pays de pouvoir s'inscrire? Rappelons qu'à la dernière élection dans des régions du nord-ouest et du sud-ouest, par exemple, on parlait d'une inscription d'un taux en deçà de 5%. C'était alarmant. Tout de même, ces Camerounais-là ont le droit de participer au processus électoral. Comment est-ce que vous faites pour les amener à s'inscrire? Il n'y va pas de notre devoir, madame. Ça, c'est le devoir de... Puisque vous êtes sur le terrain pour convaincre les Camerounais de s'inscrire. Nous allons là où l'accessibilité est possible pour nous. Nous ne pouvons pas aller dans les zones de guerre sans être protégés. Si on nous donnait les moyens de nous protéger, un peu comme les sous-préfets ou bien les autorités administratives qui y vont avec une horde de militaires, on pouvait aussi y aller pour inviter les Camerounais à sortir, sachant que nous sommes protégés. Mais malheureusement, cette zone-là, personne ne peut s'y hasarder pour aller inviter les gens à s'inscrire alors qu'ils ont des problèmes que vous connaissez. Ils vont vous taxer même de ceux qui sont de connivence avec leur situation. Ouais. Donc moi, je dis, et vraiment je vais insister là-dessus, pour que nous allions à une élection apaisée et que les Camerounais soient satisfaits du résultat, il va falloir faire une certaine transparence qui commence par la liste nationale électorale. Et ça va permettre même à vous-même de dire, ici, là, c'est mon père, il était décédé. Et on peut le remonter à Elekam pour qu'on enlève ce nom, comme M. le maire venait de dire, en parlant de Ekoka et un autre. On en a des milliers comme ça. Mais on en a également des doublons. Nous en avons déjà, des gens qui ont plusieurs cartes. Quelqu'un qui s'est inscrit à Douala 5e, qui se retrouve aujourd'hui pour les raisons professionnelles à Douala 4e ou Douala 2e, qui s'est inscrit de nouveau là-bas. Il a 2, 3 noms. Et ces gens-là, il suffit qu'ils soient de l'autre camp, ils vont voter ici, aller voter de l'autre côté, aller voter, et on va avoir un résultat fallacieux, alors que ce n'est pas le cas. Donc nous réclamons qu'il y ait la liste nationale électorale. Joseph Espoir Billon, il y a un acteur qui est rentré dans le processus électoral. On pourrait être d'une bonne nouvelle, c'est bien sûr les Nations Unies. Pensez-vous que les choses pourraient s'améliorer pour les CAM? Que peut, ou alors que peuvent les Nations Unies
pour que tout ce qu'on a décrié sur ce plateau trouve des solutions? Vous connaissez un seul pays où les Nations Unies ont apporté la solution? Un seul. Je vous parle de la Côte d'Ivoire. Vous avez l'histoire de la Côte d'Ivoire 2010-2011. Les Nations Unies n'ont fait qu'apporter le désordre dans tous les pays du monde. En attendant le jour d'élection, il y a 3 milliards des Nations Unies pour les Nations Unies disent ça va servir d'assistance technique à l'État. En attendant le jour de l'élection, est-ce qu'on peut penser que les Nations Unies apportent la logistique qu'il faut à l'ECAM pour permettre aux Camerounais de prendre part à ce processus? Vous croyez que les Nations Unies n'ont rien à faire avec l'argent pour venir donner 3 milliards à l'ECAM? Pour rien? Pourquoi mettent-ils l'argent au Cameroun? Parce qu'ils ont mis l'argent en Côte d'Ivoire, ils ont déstabilisé la Côte d'Ivoire en 2010-2011. C'est vrai ou pas? Pas tous les Nations Unies sont allées, ils ont déstabilisé. Mais je vous mets au défi, vous êtes journaliste. Citez-moi un pays où les Nations Unies sont allées et c'est en paix. Ils sont allés en Centrafrique. On connaît ce que la Centrafrique est devenue. Donc en réalité, moi particulièrement, nous sommes un État souverain. Depuis quand on organise les élections en France, les Nations Unies pas de là-bas. On a organisé les élections récemment aux États-Unis, les Nations Unies n'étaient pas là-bas. Les Nations Unies, ce n'est que pour les pays africains. Et il faut qu'on nous arrête ça. En réalité, en plus, ils apportent 3 milliards. Le Cameroun est si pauvre. Nous sommes suffisamment matures pour pouvoir prendre les décisions qui sied pour notre démocratie. Moi, je dis, il faut nous laisser nous entretuer nous-mêmes. Parce que si un Camerounais tue un Camerounais, ce n'est pas un Nigérian. Les Nations Unies sont là pour résoudre les problèmes autant pour moi, entre deux nations. Mais les Camerounais sont entre eux, les Camerounais, quelqu'un ne viendra pas ici. Personne ne les a invités. Moi, je ne trouve pas pourquoi ils trouvent tellement indispensable de venir nous donner 3 milliards. Ça va résoudre quel problème dans cette élection-là? En réalité, ils viennent parce qu'ils ont leur agenda qui n'est pas public. Et moi, je vous invite à observer la scène politique mondiale. Citez-moi un seul exemple où les Nations Unies sont allées, et c'est bien. Vous avez été témoin, la Côte d'Ivoire s'est passée devant nous. Vous savez comment Gbagbo est quitté du pouvoir. Mais la horde de l'armée qui était devant pour le bombardement, c'était qui? C'était les Ivoiriens? Je ne veux pas croire que vous pensiez que moi, je ne crois pas aux États-Unis. Et accepter la venue des Nations Unies. Moi, je ne crois pas aux Nations Unies, simplement parce que les Nations Unies, c'est la Libye des plus forts pour dominer davantage les plus faibles. Depuis quand vous avez vu les Nations Unies mettre une pression sur les États-Unis? Les États-Unis ont bombardé récemment l'Iran. Les Nations Unies étaient où? Les États-Unis le Yémen, ils ont continué à bombarder tous les jours. Les Nations Unies, si tu entends que les Nations Unies ont arrêté Gbagbo, c'est parce que c'est un pays subsaharien. Tu entendras toujours que les Nations Unies, c'est le gendarme des faibles pour servir l'intérêt des forts. Et moi, en réalité, comme j'aspire à être dans les affaires de mon pays, je ne crois pas à ces Nations Unies qui ne sont que pour écraser les plus faibles et davantage protéger les plus forts. La Russie agresse depuis longtemps l'Ukraine. Les Nations Unies sont où? Mais avant qu'ils ne viennent résoudre le problème des Camerounais, nous on n'est pas en guerre chez nous. Qu'ils aillent d'abord résoudre prioritairement sur les Ukrainiens qui sont morts tous les jours. On a vu en Israël, avec la Palestine reçoit des bombardements 24 heures sur 24. On les tue, on les chasse, on les délocalise de chez eux. Les Nations Unies sont où? Ils sont seulement au Cameroun pour venir nous donner 3 milliards pour rien. Vous croyez vraiment qu'on donne l'argent pour rien? Jusqu'à 3 milliards? Mais quel est leur intérêt? Qu'est-ce qu'ils gagnent à donner 3 milliards aux Camerounais? Puisqu'on sait qu'entre les nations, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Quel est l'intérêt donc des Nations Unies à donner 3 milliards aux Camerounais? Moi, c'est la question que je me pose. Et en réalité, au jour d'aujourd'hui, il faut refonder les Nations Unies. Les Nations Unies actuelles servent les intérêts des Américains. Il faut refonder les CAM, il faut refonder les Nations Unies. Les Nations Unies, en réalité, ne servent pas l'intérêt des États souverains. Si on veut être un État souverain, il va falloir regarder ailleurs, pas aux Nations Unies. Merci à vous, Joseph Espoir. Roland Tapi, j'ai envie de poser une question vraiment naïve. Ça fait des années que les partis politiques, les organisations de la société civile se plaignent du processus électoral qui est entaché d'irrégularités énormes. Est-ce qu'on ne peut pas croire que les Nations Unies, qui viennent avec une logistique pour assister techniquement à l'ECAM, soient pour une fois de bonne foi? De bonne foi, les Nations Unies. C'est le souhait, en fait, qu'on devrait avoir, mais il faut toujours se poser la question et même se retourner vers le passé, voir ce que les Nations Unies ont déjà fait dans ce pays. Si on regarde un peu notre histoire, au moment où on se luttait pour l'indépendance, le pays nationaliste et l'UPC avaient sollicité les Nations Unies pour contraindre la France qui ne voulait pas libérer le pays alors que
le pays lui avait été seulement confié pour un tutorat. Mais elle a commencé à gérer le Cameroun comme si c'était une colonie. On a porté cette affaire au niveau des Nations Unies. On a dit, OK, il faut que vous donniez un agenda à la France pour libérer progressivement le pays. Ils sont venus ici plutôt aider à organiser une élection qui a permis effectivement que l'UPC soit mis de côté. C'est-à-dire qu'à chaque fois, l'ONU était là soi-disant pour contrôler effectivement ces élections, mais le système administratif colonial en place faisait tout pour éliminer les listes de l'UPC et autres. Et l'ONU n'a jamais rien fait pour établir de vrai équilibre, alors qu'ils avaient la vérité, les faits de ce qui s'est passé concrètement au Cameroun. Donc, ayant aidé plutôt la France à s'installer et nous imposer un système néocolonial qui continue jusqu'à aujourd'hui, il est quand même difficile de penser qu'ils sont de bonne foi quand ils sont en Afrique. Et puis, mais quel intérêt bien de le dire, il ne faut pas être trop sorcier pour voir. Les Nations Unies sont en RDC depuis combien de temps? Peut-être ça va faire 15 ans, Goma. 15 ans, 40 ans. Mais la crise de Goma ne date pas de 15 ans. Vous savez comment ces gars-là fonctionnent. Ces gars-là fonctionnent toujours. De toute façon, ils ont intérêt à ce qu'il y ait des troubles quelque part. Mais je ne veux pas croire que le pouvoir de Yaoundé a été naïf d'admettre les Nations Unies connaissant son passif quand même et ses actions sur le continent. À cette question, je peux répondre simplement. Le Cameroun est encore gouverné par un système redevable à la France et donc aux Nations Unies, en réalité. Il n'est pas aujourd'hui possible pour le Cameroun d'opérer une rupture comme ce qu'on voit au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Pas du tout. Vous ne pouvez pas être péremptoire. Je le suis parce que les dirigeants actuels de ce pays sont encore redevables à la France. Tous ceux qui sont aux affaires aujourd'hui sont ceux qui ont bénéficié des bourses de la colonie française, sont allés étudier en France et ont été recommandés pour venir intégrer l'administration. Vous allez constater que dans d'autres pays où il y a la rupture totale, c'est parce que c'est les jeunes qui arrivent et qui ne doivent rien à la France. Fichez-moi le camp avec ça, disent-ils. Mais ceux qui sont encore là, ils savent que c'est des personnes qui ont été fabriquées par la colonie et ils ne peuvent pas faire ce genre de rupture. Peut-être qu'après eux, encore que pour des moments où même l'ancien président Amadou Ahidjo avait commencé à faire preuve de velléité d'émancipation, on a trouvé vite le moyen de dire qu'il est malade pour l'évincer. Mais avant Ahidjo, on a fait la même chose à André Marine Bida. André Marine Bida, effectivement. C'est justement, on a évincé André Marine Bida pour mettre là Ahidjo, qui à l'époque, disent-ils, c'est écrit dans leur document, il était le moins mauvais des politiciens, ou plutôt le politiquement correct. Et quand Ahidjo est arrivé, il s'est rendu compte qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien. Il a commencé à faire un certain nombre de choses qui donnaient une certaine autonomie au Cameroun, en créant la CAMER, quittant Air Afrique, en mettant sur pied un certain nombre de structures d'industrie pour, consolider l'autonomie du Cameroun. On l'a mis de côté. Donc, on ne peut pas penser que le pouvoir actuel puisse ne pas aller vers les Nations Unies en ayant conscience qu'ils sont là pour dire. Non, ils le savent très bien, sauf qu'ils ne peuvent que continuer ce qui a été fait depuis. C'est pour cela que, bien conscient du mauvais rôle que les Nations Unies jouent, encore en Afrique aujourd'hui, c'est Elekam. En Afrique subsaharienne. En Afrique subsaharienne, c'est Elekam qui a écrit aux Nations Unies pour demander de l'aide. Quand on lit le document des Nations Unies, de l'ONU, et qui parle de cette convention avec Elekam, ils disent très bien que c'est du fait que Elekam a écrit depuis 2024 pour demander cette aide, cet appui. Et c'est pour ça qu'il vient. Donc ils ne sont pas venus comme ça. De toute façon, ils trouvent tous les moyens. C'est-à-dire, eux aussi agissent un peu comme nos politiciens ici, là. Ceux qui commencent par susciter des appels à candidature par-ci, par-là, après ils sortent pour dire que je vous ai compris, j'accepte. Ils savent d'abord très bien ce qu'ils se font. Ils font des négociations avec des instants. Ils disent que, OK, pour que nous puissions agir, il faut que vous-même vous écriviez pour que nous on réagisse en disant très bien que c'est vous qui avez écrit. Donc on sait très bien que les Nations Unies ne peuvent pas, ne sont pas là pour nous aider, mais on les sollicite quand même parce qu'on est en train de rester dans une certaine continuité. Maintenant,
est-ce que dans le cas d'espèce, on va s'attendre à ce qu'il y ait une amélioration conséquente? J'ai émis des doutes depuis qu'on a parlé de cette convention. Pourquoi? Parce que elle est comme si, comment dire, si les Nations Unies étaient sincères, ils devraient savoir depuis 2020, après les dernières élections directes, que la suite là qui arrive, il va falloir faire quelque chose pour aider au moins, mais alors au moins, à avoir un fichier électoral acceptable, bien qu'il soit le moins contesté possible. Parce que c'est à partir de là que toutes les fraudes, bien toutes les récriminations sont énoncées. En 2018, le fichier électoral, ou plutôt, on nous a dit qu'on avait autour de 7 500 000 électeurs inscrits sur les fichiers électoraux. En même temps, on nous dit qu'il y a autour de 25 à 26 000 bureaux de vote. Quand on fait le ratio, les textes prévoient que dans chaque bureau de vote, on doit avoir 500 inscrits. OK? Et quand on fait 7 500 000 divisé par 500 par bureau de vote, on se retrouve autour de 14 000, maximum 15 000 bureaux de vote. Les 10 autres 1000 bureaux de vote là répondent à quoi? En réalité. Et ça, c'est un travail que peut-être si les Nations Unies étaient soucieux d'avoir une quelconque transparence, ce serait attelé à ce... Non, ne marche pas. J'en viens. Ça ne marche pas. Effectivement, puisque ça ne marche pas, parce qu'on va vous faire croire qu'effectivement... pas qu'on vous fait croire, c'est vérifiable. C'est vérifiable, n'est-ce pas? Sauf que ça laisse une ouverture à celui qui crée les centres de vote, les bureaux de vote, à en créer autant qu'il faut et donner ses justifications en disant que non, il y a des populations qui sont à tel endroit, ils sont distants de l'autre centre de vote de peut-être 30 km. Il faut à tout prix aller là-bas, créer, même s'ils ne sont pas déjà suffisamment nombreux pour faire un centre de vote. Ça se comprend. Donc, si le directeur de l'ECAM, à qui il revient de créer le bureau de vote, s'il part dans l'île de Manoka, il crée 100 bureaux de vote. Ne crée pas comme ça. Justement, on ne crée pas comme ça. On crée en fonction de la demande. Justement, les chaufferies, les écoles. Monsieur Billon, vous faites comme si vous n'êtes pas dans ce pays-là avec nous. Alors que j'y suis. Il est écrit dans les textes que les bureaux de vote, effectivement, doivent être des lieux publics. Donc vous savez très bien que lors des élections précédentes, il y avait des bureaux de vote dans un domicile privé. Dans la région de l'Ouest, on en trouvait même dans le Lakam, au personnel. Dans les Lamida aussi. Vous le savez très bien. Donc, et le directeur de l'ECAM a la possibilité de multiplier les bureaux de vote à volonté en me justifiant justement par le fait que les populations étaient très éloignées, il fallait en créer là-bas. Et quand on crée un bureau de vote dans une localité qui est presque inaccessible à vous ou bien à toute personne, vous avez quel moyen pour vérifier? Mais ils les ont. Après, ils sortent même de là avec beaucoup d'électeurs. Ça, c'est des choses que les Nations Unies auraient peut-être aidé l'ECAM et adjoindre même à une commission, à des délégations, les autres partis qui sont volontaires, on va faire des missions dans toutes les régions du pays, de la société civile, dans toutes les régions du pays pour savoir exactement où est-ce qu'il y a nécessité d'avoir un bureau de vote et de telle sorte que la création même des bureaux de vote soit quelque chose de consensuel. Mais pour l'instant, c'est de la discrétion seul du directeur de l'ECAM qui peut en faire ce qu'il veut et justifier légalement. Alors, il y a le président Maurice Kamto, Augustin Okwemo, qui est le premier parti politique à contester la venue de l'ONU au Cameroun pour soutenir l'ECAM dans le processus électoral. Mais si on pense que l'ONU vient pour créer le désordre, entre guillemets, pourquoi au MRC, on ne pourrait pas penser que cette venue pourrait garantir peut-être la légitimité du processus électoral finalement? Non, écoutez madame, le professeur Kamto est toujours très méfiant. Il ne fait pas de déclarations sans en tenir des éléments de preuve. Et si vous lisez bien ce qu'il avait demandé, c'est qu'il dénonçait l'opacité. Parce que tout ce qui se fait pour vous, sans vous, est forcément contre vous. Et donc,
Si vous suivez, vous venez de suivre, n'est-ce pas, le développement de M. Tchapi, vous voyez là que nous avons de la matière, on a de l'expertise. On ne peut pas être à 65 ans d'indépendance et être incapable de s'organiser nous-mêmes avec tout ce que nous avons comme crème intellectuelle dans ce pays. L'ONU, c'est le visage caché de l'impérialisme. Il ne faut pas qu'on se le cache. C'est ce qui est. Si l'ONU ne vient pas pour le désordre, il vient légitimer le pouvoir de en place. Qu'est-ce que l'ONU a dit de Transparency International qu'on a ramassé dans la rue, partout pour venir ici, brandi aux Camerounais et montrer à la chaîne nationale, la chaîne que nous payons avec nos impôts. On vient brandir les braqueurs, les bandits. Qu'est-ce que l'ONU a dit par rapport à ça? Qu'est-ce que l'ONU a dit par rapport à tout ce que nous réclamions ici depuis? Par exemple, le toilettage de ce code électoral qui a été même demandé par Elekam lui-même, qui a dit que non, il y a affaire dans ce... parce qu'il y a des zones d'ombre, il faut éclaircir cela. Qu'est-ce que l'ONU a dit de tout cela? Les griefs que nous avons posés depuis bientôt 2 années, qu'est-ce qu'ils ont dit de cela? Maintenant, ils viennent travailler dans une opacité avec Elekam et pour se dédouaner parce que le professeur Kamto a écrit régulièrement pour dire que nous dénonçons et nous voulons voir la quintessence de cette convention. Ils ont sorti quelques feuilles de papier sur lesquelles ils ont écrit n'importe quoi pour dire que non, s'il vous plaît, je peux appeler ça quelques feuilles de chou parce qu'ils n'ont associé personne à ça. Et ce qu'ils disent là-dedans ne corrobore pas, ça ne va pas en droite ligne avec ce que nous réclamions ici. Ce que nous réclamons, c'est des choses aussi simples. Et l'ONU le sait. S'ils venaient vraiment parce qu'ils ont l'intérêt à ce qu'au Cameroun, il y ait la paix après les élections, ils auraient invité les partis, ils auraient même informé leur arrivée officiellement. Ils disent, voilà, nous venons ici parce que nous pensons qu'il faut accompagner techniquement Elekam. Et quand on dit qu'on nous accompagne techniquement, quelle est la matière, quelle est la technique qui manque au Camerounais? Est-ce que nous pouvons la logistique? Oui, même cette logistique-là, on n'en manque pas de moyens. Nous avons des richesses immenses qu'on a bradées. Pourquoi on ne peut pas prendre ça? Les milliards que les gens volent là, ça ne peut pas nous servir à nous offrir. Les kits qu'on vient d'avoir là, c'est l'ONU qui nous a donné ça. C'est sorti des caisses de notre trésor public. Donc moi je dis, c'est un problème de mauvaise foi. C'est la politique de l'autruche. On cache la tête dans l'eau, on soulève les fesses pour dire non, nous faisons bien. Pourtant, ça se voit, même par le simple geste d'aller sur le terrain inscrit, qu'on empêche aux gens de travailler les week-ends, qu'on empêche de travailler après 15 heures. C'est pourquoi? Est-ce que les agents inscripteurs se sont plaints de ce qu'ils travaillent beaucoup? Non. Nous qui accompagnons Elekam sur le terrain, parfois nous mettons même nos véhicules pour transporter nos amis. Ce sont les Camerounais, ce sont nos frères. Pour les amener jusqu'au bureau, de peur qu'ils ne soient attaqués ou bien qu'il y ait un incident en route avec les appareils qui nous appartiennent tous, parce que nous voulons montrer notre participation citoyenne. Mais on nous en empêche, c'est justement parce qu'on ne veut pas avoir un nombre suffisant d'inscrits sur les listes électorales. Donc c'est ce que nous réclamions et nous disons, si vraiment, pour une fois, les gens à cet âge-là, je le dis là et je m'adresse directement au directeur de l'ECAM, quand on a atteint cet âge-là, on laisse un souvenir à sa nation, à sa prospérité. Et ne soyons pas vus comme ceux qu'on a oubliés dans l'histoire du Cameroun. Je ne veux pas citer les noms, vous connaissez les gens qu'on a oubliés dans l'histoire du Cameroun, qui sont dans la poubelle carrément. Il ne faudrait pas que les gens tombent dans la poubelle parce qu'ils veulent préserver des intérêts égoïstes. Joseph Espoir Billon, la vérité, c'est que Elekam a besoin de ressources. Alors, quelles mesures pourraient être prises pour renforcer l'indépendance d'Elekam et assurer une meilleure utilisation des ressources, par exemple? Premièrement, Elekam ne sera jamais indépendant. Dans aucun pays au monde, l'organe qui organise les élections n'a été indépendant. Il faut savoir une chose, c'est qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Ce n'est pas possible que les hommes fassent quelque chose qui soit aussi parfait. Maintenant, on a vu des démocrates au pouvoir organiser les élections et les perdre, et vice-versa. Pourquoi est-ce qu'on devrait passer Elekam peut organiser les élections et le RDP c'est les perd. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. C'est le peuple souverain qui est détenteur du pouvoir souverain de l'État. C'est le peuple souverain, Elekam peut faire ses magouilles et faire tout ce qu'il veut. Vous savez, quand vous dites qu'on crée les bureaux de vote, on fait tout ceci, on fait ceci. Si les Camerounais refusent,
Ces Camerounais-là, ils sont militants du RDPC, ils sont militants du MRC, ils sont militants du SDF, ils sont militants de tous les partis politiques. S'ils refusent qu'on ne vote pas, on ne vole pas le vote, on ne votera, on ne volera pas. Donc, mais espérer que Elekam soit soit parfait, ça relève de l'extraordinaire. Ça n'arrivera jamais. Mais ils vont faire l'effort pour être moins mauvais. Ils vont tendre vers mieux qu'avant. Mais espérer, je ne rêve pas. Je ne me rêve pas de mon lit en espérant qu'il y a un Jésus qui est à la tête de l'Écam et qui va tout faire bien. Vous croyez que vous qui êtes assis là, on vous nomme et vous n'êtes pas au moins la gratitude, reconnaissant envers celui qui l'a fait? C'est la moindre des choses. Maintenant, moi, je ne crois pas que ça va changer. On ne va pas avoir quelqu'un qui va être à la tête de l'Écam qui ne sera pas nommé, qui va venir de la Lune et apparaître là. On va dire que c'est non. Ce que je dis, c'est qu'il revient à nous tous, en tant que citoyens camerounais, de constituer la masse critique qui sera appelée peuple camerounais pour pouvoir prendre toutes les dispositions pour que l'Écam, même en ayant envie de tricher, qu'il n'y parvienne pas. C'est pour ça que la loi électorale a prévu que chaque parti politique ait un représentant dans un bureau. C'est très coûteux, c'est très fastidieux. Les partis politiques camerounais ont un véritable problème, c'est le moyen. Les partis politiques au Cameroun, dits de l'opposition, sont tous pauvres, sans exception. Ils n'ont pas les moyens pour pouvoir... Et ce qui fait la force du parti majoritaire, c'est qu'ils ont les moyens des gens. La quasi-majorité des hommes d'affaires au Cameroun sont dans cette machine-là. La quasi-totalité de ceux qui s'en sortent, n'étant pas hommes d'affaires, font des prestations, des marchés publics. À côté de ça, il y a les moyens de l'État. Donc l'État est le véritable pourvoyeur. Et enfin, d'autres sont des gestionnaires des fonds publics. Donc, on a souvent vu les véhicules de l'État faire la campagne pour un candidat, alors qu'on fait une élection contre tout le monde. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'en réalité, qu'on accepte ou non, il n'y aura jamais, même si c'est un opposant qui prend le pouvoir maintenant, il ne pourra pas mettre en place un organe électoral qui soit aussi parfait. Ce n'est pas possible humainement. Mais il faut que le peuple soit conscient. Il faut que les citoyens camerounais, chacun devant sa conscience, devant Dieu, prennent les dispositions nécessaires pour que sa voix reflète la réalité des urnes. Il faut savoir une chose aujourd'hui. À Douala 5e en 2020, nous avions 555 bureaux de vote. Parmi les 555 bureaux de vote, nous avions des bureaux de vote comme à Bonangando, où il n'y a carrément aucune maison, presque pratiquement. Mais il y a eu des gens qui ont voté là-bas. Donc, ce n'est pas qu'on ne sait pas. On sait qu'il y a des gens il y a des bureaux de vote qu'on va créer dans des zones désertes, mais c'est une chefferie de 3e degré, il y a un chef là-bas. On a des chefferies comme les Bonabéiké, où on peut compter une ou deux ou trois maisons au maximum. Mais quand vous allez voir la liste électorale, vous allez voir qu'il y a eu 200 votants. Évidemment qu'ils sont partis de Aqua pour aller voter. Dans tous les cas, si on veut avoir un chiffre qui soit beaucoup plus proche de la vérité, on doit nous mobiliser, nous-mêmes en tant que citoyens, pour que nos voix ne soient pas, ne soient pas négligées. Sinon, ceux qui savent, parce que le chiffre, c'est, on prend un BIC, on écrit ce qu'on veut. La réalité, c'est qu'aucun BIC n'est au-dessus des hommes. On peut écrire même qu'on a 50 000 inscrits. Encore que jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne crois pas aux 8 millions qui sont inscrits. Moi, je n'ai aucune preuve pour le monde. Mais je n'y crois pas, sincèrement, parce que de mon expérience, de ma petite expérience en tant qu'homme politique, je sais qu'il est difficile de... Vous prenez seulement la ville de Douala. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que la ville de Douala a 6 communes? Et que parmi les 6 communes, il n'y a que 2 qui ont 61 conseillers municipaux. Avoir 61 conseillers municipaux, c'est avoir au moins 300 000 habitants. Dans tous les 6 arrondissements de Douala, il n'y a que 2 arrondissements qui ont plus de 300 000 habitants. Les autres ont moins de 300 000 habitants. Sur le papier. C'est pour ça qu'ils ont des communes de moins de 61 conseillers municipaux. Parce qu'à Bonabéry, par exemple, tout Bonabéry, on ne va pas nous faire croire aujourd'hui que... À Bonabéry, jusqu'à date, ils ont 41 conseillers municipaux. C'est ce que j'ai dit. Donc, sur la base de leur nombre de conseillers municipaux, ils n'ont pas 300 000 habitants. Pourtant, la démocratie a évolué. Je ne sais pas. Moi, je me base sur les faits, sur les chiffres qu'on a. Donc, partant de ça, on a la preuve qu'on a un problème de démographie. Et tant qu'on a un problème de démographie, on ne peut pas avoir les vrais chiffres. On ne peut pas aller dans une commune comme Bonabéry, qui est aussi vaste, aussi peuplée, encore qu'avec l'immigration de nos compatriotes du sud-ouest et du nord-ouest qui ont fui la zone de crise pour venir se réfugier dans cet arrondissement-là, la population aurait au moins augmenté de manière importante. Mais au lieu de ça, ils ont toujours 41 conseillers municipaux. 41 conseillers municipaux veut dire, c'est indubitable, qu'ils ont moins de 300 000 habitants. Moi, en fait, pour sortir, je crois qu'on n'aura jamais un organe
qui organisent les élections de telle sorte que personne ne les conteste. Parce qu'on peut même les contester de mauvaise foi aussi. Mais il faudra que nous, en tant que citoyens, le problème de notre pays, c'est que les autres regardent, quand vous parlez de politique, ils regardent ça comme étant l'affaire des autres. Quelqu'un m'a dit une fois, c'est votre affaire des politiciens, on vous a laissé à le pays ici. Moi, je cherche mon argent pour trouver mon visa canadien. Et je peux lui comprendre. Je peux le comprendre autant pour moi. En fait, nous pouvons avoir, si nous le souhaitons, le pays que nous méritons. C'est-à-dire un État souverain. Un État qui n'a pas à rendre compte à l'ONU. Moi, j'ai un problème avec l'ONU. L'ONU est un machin qui ne sert à rien. On a vu Israël bombarder Iran, on a vu l'Iran bombarder Israël. C'est les États-Unis qui sont venus résoudre le problème. L'ONU était où? L'ONU ne sert à rien. Il faut dissoudre le truc là, ça ne sert à rien. Roland Tapi, la vérité c'est que Elekam a besoin de ressources. Tout de même, si on se fie à l'engouement observé pour l'élection à venir, on peut penser qu'il existe des possibilités de réduire l'influence de l'État du RDPC, de l'État du Cameroun sur le travail d'Elections Cameroun. Déjà, il faut noter que après les dernières élections qu'on a eues dans ce pays, Elekam a fait son propre rapport dans lequel il indique qu'il y a beaucoup de choses à améliorer dans le processus électoral. Cela pour dire que même Elekam est en difficulté là où il est. Il voudrait faire des choses de manière un peu plus améliorée, mais il est tenu par les textes même qui organisent tout. Elekam aurait bien voulu, par exemple, inscrire tous les Camerounais, on parle là tantôt de la maturité des Camerounais qui, à 18 ans, n'ont pas la possibilité de choisir qui va les diriger à la mairie et tout, mais peuvent choisir femmes, aller se marier, peuvent aller en prison. Parce qu'aller en prison, ça veut dire qu'on leur accorde déjà la possibilité de pouvoir faire la différence entre le bien et le mal. Mais quand tu as déjà la possibilité de faire ça, on te dit que tu ne peux pas, tu n'as pas la capacité de choisir celui qui va te diriger. C'est un souci. Non, mais votre raisonnement voudrait dire que l'enfant de 15 ans qui peut aller en prison pour mettre... Non, voter. Je suis sur le plan légal. Je suis sur le plan légal. Mais je suis aussi sur le plan légal. Non, si un enfant de 15 ans commet un délit, il va en prison. Il est encore mineur. Mais il va en prison ou pas? Je suis désolé, mais je suis en train de préciser que la loi ne peut pas dire... Un enfant de 18 ans n'est pas mineur. Monsieur le maire. La prison des mineurs est différente. La majorité au Cameroun, s'il te plaît, monsieur, la majorité au Cameroun est connue, elle est précisée par la loi. La majorité civile est de 18 ans. S'il vous plaît. La majorité pénale est à 21 ans. Avec la majorité civile, c'est vous qui signez les actes de mariage à la mairie. À partir de 18 ans, vous ne demandez pas qui est un tuteur ou bien l'accord d'un parent pour pouvoir célébrer l'acte de mariage. La fille ou le garçon sont libres de venir décider. Ce n'est pas vrai. La vérité est laquelle? Parce que nous sommes là pour vérifier. Je suis là justement pour rappeler. La vérité est laquelle? La vérité, c'est que pour les femmes, à 18 ans, ils ont la majorité civile. Et pour les hommes, c'est 21 ans. Donc quand un homme de moins de 21 ans veut se marier, on demande un tuteur. Ah bon? Oui. On demande un tuteur, un homme de moins de 21 ans. Oui. Et quand c'est une femme de... Admettons-le. Admettons, on peut le vérifier si vous voulez. Admettons-le. Ça empêche qu'une fille qui déjà a 18 ans peut aller, c'est-à-dire elle peut tenir un foyer, accoucher des enfants, mais elle n'a pas la possibilité de choisir quelqu'un. Une fille de 16 ans aussi peut se marier. Le débat, il a... Mineur, c'est pas ce que tu es en train de vouloir justifier. Ne nous éloignons pas de l'essentiel. Nous sommes en train de dire que Elekam aurait bien souhaité qu'il y ait une bonne France de la population jeune qui s'inscrive pour lui faciliter les tâches. Elekam aurait bien souhaité que le code électoral soit modifié pour introduire par exemple une élection adulte ou pour l'élection présidentielle ou tout au moins un bulletin unique qui éviterait les achats de bulletins à côté, ce qui lui permettrait de produire au moins une élection acceptable. Et il faut préciser que parfois on attribue à Elekam plus de pouvoir qu'il n'en a. J'en viens s'il te plaît. Elekam, une fois que l'élection est finie, il n'a plus rien à faire. Ouais. Pour l'élection présidentielle, par exemple, une fois que Elekam sort du bureau de vote avec les procès-verbaux, le reste ne le concerne plus. Il y a une commission départementale pour le recensement des votes qui est présidée par un magistrat au niveau départemental. Et maintenant, au niveau national, il y a une commission nationale qui est présidée par un membre du Conseil constitutionnel. Elekam n'est là encore que pour produire
les procès-verbaux au cas où tout est contesté. Ça veut dire qu'Elekam n'a plus vraiment le pouvoir de gérer la suite. Non, il y a des commissions. Il est quand même membre dans toutes ces commissions. Oui, mais ne gère pas. C'est pas Elekam qui s'il vous plaît, cher monsieur, donc, on sort rapidement. Oui, Roland. Elekam aurait voulu bien faire, mais n'a pas le pouvoir d'aller jusqu'au bout du processus. À un moment donné, on lui retire tous les pouvoirs pour donner aux commissions qui font la suite. À ce moment-là, il faut bien que peut-être quelque chose soit fait pour lui exiger quoi que ce soit. Augustin Kwepo, Joseph Espoir Billon, nous sommes vers la sortie. Quelles sont vos attentes par rapport à Elekam, par rapport à l'élection qui arrive? Des attentes réalisables rapidement en quelque sorte. Oui. Avant d'y arriver, madame, je voudrais faire quand même une précision. M. Tsapi vient de faire là, une démonstration de ce que Elekam n'a pas les coudées franches. C'est ce qu'il était en train de dire, et M. Billon, M. le maire, a semblé dire presque la même chose. Moi, je m'inscris en faux. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas avoir une organisation qui soit effectivement neutre. C'est-à-dire que c'est le cadre institutionnel qui garantit la neutralité des organes. Si on met en place un règlement intérieur qui voudrait que la nomination des membres soit de 3 personnes venues de l'administration, de 2 personnes de la société civile, d'une personne d'un autre des partis politiques, etc., je crois qu'il y aura un débat équilibré qui peut aboutir à ce qu'on choisisse des textes qui vont être acceptés par tout le monde. Mais quand il y a un Dieu qui décide de tout, jusqu'à la nomination des greffiers, comment vous voulez que celui qui est choisi pour gérer Elekam regarde ailleurs? Monsieur le maire a dit qu'on ne peut pas vous nommer et vous ne regardez pas comment... Joseph Espoir Billon, assez de faveur pour celui-là. Que peut encore Elekam pour rendre son fichier fiable à quelques mois de l'élection? Vous voulez que je sois sincère? Je vous en prie. Rien. Elekam ne peut rien faire. Je vais quand même ajouter quelque chose là-dessus. Nous allons aller aux élections, que le fichier soit bon ou pas. Le moment venu, les Camerounais vont choisir le prochain dirigeant après Paul Biya, parce que nous pensons que le président de la République a 93 ans bientôt, en février 2000. Donc voilà, 92 ans et plus. Et que s'il prend le prochain septennat, il ira à la fin de son mandat à 100 ans. Ce n'est pas notre souhait. Ce n'est pas tant qu'on le déteste. C'est sincèrement dire que la Constitution camerounaise a prévu qu'il travaille bien ou qu'il travaille mal, il faudra qu'il finisse par mettre son mandat à la disposition du peuple camerounais pour que le peuple camerounais soit le renouvelle, soit le confie à quelqu'un d'autre. Donc en réalité, on n'est pas candidat parce qu'on le déteste, on est candidat parce qu'on respecte la loi de notre pays, on est candidat parce qu'on veut voir le jeu démocratique être suffisamment... Moi particulièrement, je ne dis pas qu'il a échoué ou qu'il n'a pas échoué. Ce n'est pas ça ma motivation personnellement. Ma motivation, c'est qu'il est suffisamment âgé et qu'à son âge, il a envoyé plusieurs gouverneurs en retraite à 60 ans. Il mériterait lui aussi aller en retraite à 93 ans. Augustin Kwepo, Joseph Espoir Billon, Roland Tsapi, merci d'avoir été sur le grand plateau ce soir. Mesdames et messieurs, le corps électoral pourrait être convoqué à tout moment. Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, vous pouvez le faire. Pressez le pas parce que dès que le corps est convoqué, il sera plus possible de s'inscrire sur les listes électorales. C'était donc le grand plateau. C'est avec le même plaisir qu'on se retrouve demain 19h30 sur Balafon Télévision. Bonne fin de soirée à tous.